d'opinions, de projets, etc., il y a un groupe de juifs qui disent d'abord on va tout préparer, on va tout préparer pour le temple. Ils prennent la Torah, ils lisent exactement comment était la menorah, quelle était la taille de la menorah, quelle forme elle avait, en quoi elle était faite. Alors ils ont construit une menorah en or. On peut la voir aujourd'hui. Dans la ville même, avant d'arriver au Kotel, on peut la voir. Et à part ça, ils ont dit, comment qu'ils ont fait ça? Ils ont fait des encens, n'est-ce pas? Mais pour faire ça, il faut avoir les choses avec quoi on nettoyait, avec quoi on faisait ceci, avec quoi on faisait cela. Tout est préparé et ils sont encore en train de préparer. Vous savez quel est leur problème? Il faut avoir une vache rouge, qui n'a aucun point d'une autre couleur et qui n'a jamais été ni malade ni blessée. Elle doit être pure. Il y a beaucoup de temps. Alors il faut on a cru qu'on a trouvé une vache, mais c'est pas ça. Et cette vache, il faut la sacrifier. Et avec le cendre qu'on va mettre sur le mont des Oliviers, ça va purifier le tout et ce n'est qu'alors qu'on pourra cuire. Mais pour le moment, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on va trouver ça? Il y a un pasteur américain qui était éleveur de bétail aux États-Unis. Il travaille avec des rabbins pour génétiquement modifier, pour obtenir la vache rousse. Ils sont prêts de le faire. Disons que pratiquement on peut trouver la vache. Il y a malheureusement aussi la politique. Ah, ça c'est le plus gros. La pression internationale. Vous savez, ça sera la guerre mondiale, puisqu'il y a des bâtiments très religieux pour les... À moins qu'il y ait un tremblement de terre qui démolisse le dôme, et alors voilà. C'est pas de notre faute à ce moment-là. Comme disait Dalia, parce que je crois que c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui sous le mémorial. On pense qu'il y a ou la roche ou si peu de choses qui ont été détruites, qui ont été écrasées. Par contre, il y a eu en 2003 un incident. En 2002 même, en 2002. Aujourd'hui, l'esplanade, pendant des années, était sous contrôle d'une organisation jordanienne qui s'appelle le WAKF. Ce n'est pas rien du tout. Oui, c'est Une minute. Waqf en arabe, ça veut dire ça reste. C'est-à-dire que les musulmans, surtout du temps des Mamelouks, 1200 et quelques, les Mamelouks, c'était des esclaves qu'on employait comme ça. On les a convertis à l'islam, c'était de bons soldats, etc. Ils n'avaient pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants. Mais entre-temps, ils avaient de l'argent. Ils ont accumulé de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils étaient de bons musulmans, ils ont construit de choses sur le mont du Temple, sur cette esplanade, et ils ont construit beaucoup de mosquées, ils ont construit tout ça. Mais comme ça n'appartenait à personne physiquement, à aucun enfant, disons, ça appartient à l'islam. Ça s'appelle Waqf. Alors même si le mur est presque démoli, on n'a pas le droit de le toucher parce que c'est Waqf. Ça doit rester. Waqf, ça veut dire rester debout. Alors politiquement, c'est jordanien. Politiquement, c'est jordanien. Il y a un accord, on va dire, politique entre Israël et le Waqf. Le mont du Temple est en Israël. Donc il est sous l'autorité administrative, territoriale israélienne. L'esplanade. Et on va dire sous l'autorité territoriale israélienne. Par contre, jusqu'en 2002, l'esplanade elle-même était sous une sorte d'autorité double entre le Waqf d'un point de vue religieux, mais administratif, politique d'un point de vue israélien. Donc c'était une situation un peu complexe. 2001 démarre ce qu'on appelait la deuxième intifada, et à ce moment-là, dans les mois qui vont suivre,
on va s'apercevoir, les autorités israéliennes vont s'apercevoir, parce que faut pas oublier que sur l'esplanade, la sécurité civile, la sécurité de l'État est faite par la police israélienne. Il ne faut pas oublier, la sécurité n'est pas faite par cette institution que le Waqf. Et on s'est aperçu que des tractopelles, des choses qui allaient chercher les gravats, étaient en train de creuser sous l'esplanade. Après quelques semaines de brouille, de tensions politiques et autres, les excavations ont été complètement arrêtées, parce qu'en fait les pierres et tous les gravats qui étaient pris, étaient envoyés, étaient jetés. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il y avait dedans. Alors on imagine que dessous aujourd'hui c'est la roche. Mais n'y a-t-il pas eu, on ne sait pas, aussi des restants, des vestiges, des petits bouts du temple qui étaient là, qui ont été emportés et emmenés. Alors l'idée, on peut faire de la science-fiction sur plein de choses, même sur des idées. L'idée malgré tout qui était celle de beaucoup d'Israéliens, c'est de se dire, ils essayent par cette manière-là, encore une fois, si ce n'est d'agrandir la zone, mais peut-être encore une fois d'essayer de sortir toute trace, et sortir les traces historiques de la présence millénaire et éternelle du temple. Depuis la situation politique entre le Waqf et Israël s'est tendue. On va dire que les traités d'accord ont été revus. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'esplanade est repassée sous autorité israélienne à 100%. Et donc, bon voilà, sur ce point-là, c'est important de savoir qu'on est dans une période de tension politique et religieuse. Alors, c'est pas pour ça que si on passe sur l'esplanade ou que sais-je, il y a des tensions, c'est pas la question. Mais en même temps, c'est important de savoir qu'ils ont tenté encore une fois, s'il y avait des traces, de les enlever encore une fois de plus. Pourquoi il y a eu un tel problème quand Sharon est allé sur l'esplanade? Alors ça, c'est compliqué. Je vais essayer de faire. Je vais essayer de le faire au plus simple, en 2 minutes plus simple. On est à ce moment-là en période préélectorale. C'est une période électorale. On a des tentatives. On est sur la fin des accords qui se sont terminés à Camp David et qui se sont terminés à Sharm el-Sheikh. Où à la suite des accords d'Oslo, je dirais tout est tombé à l'eau. On est dans une période électorale, Sharon se présente comme un homme de droite qui essaye de restaurer les choses en disant c'est pas grave, les Palestiniens ne veulent pas de nous, de toute façon une autre, nous on est israéliens, on s'impose où on est et on se fiche de ce que pensent les autres. Et même s'il a fait une demande aux autorités, il avait fait une demande au Waqf qui avait donné je pense son accord. Les autorités israéliennes ont dit s'il vous plaît, n'y allez pas, c'est pas le moment, les accords de paix viennent, passez mon expression, de se casser la gueule. C'est pas le moment de jouer à ça. Et lui, pour affirmer son autorité en tant que nationaliste, défendant les valeurs d'Israël, ainsi de suite, il est monté sur l'esplanade. Tout était prêt. Et je peux vous assurer une chose, c'est que j'étais en Israël quelques jours avant, on était avec mon père, on était au Kotel, et on s'est dit, parce que la vieille ville, on sent que la vieille ville est sous tension. C'est particulier. La vieille ville, c'est un endroit où on sent la tension, on la sent pas. Oui. Et peut-être 8 jours avant, on était avec mon père au Kotel, juste avant de reprendre l'avion pour partir. Et mon père me dit comme ça, c'est bizarre, je sens qu'il y a de la tension dans l'air. Mon père a vécu à Jérusalem pendant quelques années, il dit c'est bizarre, je sens qu'il y a de la tension, les accords viennent de tomber, on va passer dans 8 jours après. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, quand ils montent sur l'esplanade, on voit des nuées de pierres qui arrivent? Les pierres étaient déjà prêtes. Les pierres étaient déjà prêtes. Les manifestants savaient très bien qu'elles allaient venir. On avait dit ne venez pas, ça risque de tout faire péter. Ça a marché. Il a été élu derrière. Alors, je veux dire, on ne peut pas dire qu'ils sont responsables. Ça, je dirais, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que tout était prêt. Voilà, si ça a pu répondre un peu à la situation et la globaliser. Oui, parce qu'on en a pas de toute façon, il est chez lui, c'était normal qu'il mette le pied. Exactement. Il ne faut pas tordre l'histoire. Ah non, on ne tord pas l'histoire. On essaie de comprendre le pourquoi il y a eu une pareille réaction. Je vous ai compris. Ah, moi aussi. Belle question. Il fait du De Gaulle. On est deux qui avons compris. Si tu te mets à la remarque, tu peux dire vive ça lui. Mais elle doit parler. Je vais expliquer aussi quelque chose au point de vue géographique, pourquoi il y a aussi la tension.
où se trouve le mur de lamentation? C'est pas juste à côté. Regardez. Allez, dites-nous un peu. On se trouve ici, du côté du mont des Oliviers. C'est ce qu'on voit du mont des Oliviers. C'est-à-dire ce mur-là qui appartient à l'esplanade. C'est une des parois de l'esplanade. Le mur qu'on voit ici. Le mur qu'on voit devant nous se trouve juste à côté du Seigneur. Maintenant, regardez le mont du Temple. Allez de l'autre côté. Alors, comme il y a cette paroi ici du côté est, il y a la même paroi du côté ouest. Okay? Le mur de lamentation se trouve de l'autre côté. De l'autre côté occidental du mont du Temple. Maintenant, la longueur du mont du Temple, c'est 400 mètres. Ce qu'on voit, le mur de lamentation, c'est seulement 59 mètres. Pourquoi? Parce que plus tard, les Mamelouks qui sont arrivés, ils ont commencé à construire. Alors ils ont construit, bien sûr, là-bas. Alors c'est pour ça que quand on va dans le tunnel, on va au-dessous des maisons qui ont été construites à partir du. Alors maintenant vous comprenez aussi le mur de la lamentation n'est pas séparé. C'est rien qu'une partie des parois qui tiennent l'esplanade. Oui, c'est ça. Alors maintenant, les musulmans qui se trouvent en haut sur l'esplanade, ils ont aussi le contrôle sur ceux qui se trouvent en bas. Alors, pensez que pendant les fêtes des Juifs, il y a des milliers qui viennent au hôtel, c'est-à-dire au mur de lamentation, il y a une grande esplanade. Pensez que s'il y a des gens en haut, il y a eu plusieurs fois qu'il y avait des jeunes qui ont jeté des pieds sur